J'ai dit à mon comptable, je veux m'acheter un camion. Il m'a dit, ouais, bah, faut faire un crédit bail et tout. J'ai dit, un crédit bail, mais si j'ai plus d'activité, comment je vais faire? Il m'a dit, Monsieur Martin, foncez, ne vous inquiétez pas. Tous les meilleurs conseils que j'ai eus, c'est mon comptable. Bienvenue dans ce nouveau format. Il y a un petit moment que j'ai envie de faire des interviews un petit peu plus longues et de me poser avec des entrepreneurs, artisans dont j'admire la réussite. Et il y a quelqu'un que je suis depuis un peu plus de 2 ans sur les réseaux. Je l'ai rencontré à Batimat au dernier Batimat il y a 2 ans. Il s'agit de Brice Martin de l'entreprise Toiture d'Aki à Brignoles. Alors évidemment, on fait le même métier, donc j'étais attiré d'abord la qualité des prestations que faisait Brice sur ses chantiers. Et ensuite, j'ai vu son entreprise commencer à grossir, se développer. Je l'ai vu s'équiper avec des grues, de plus en plus s'équiper. Et aujourd'hui, il rencontre effectivement un succès important. Il a 12 salariés. En l'espace de 4 ans, c'est incroyable. Il affiche une belle rentabilité dans son entreprise. Il y a évidemment un bon parcours. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, si on est sérieux, si on s'en donne les moyens, on peut rêver grand. On peut avoir des rêves incroyables. C'est ce qu'on a partagé avec Brice au cours de cet entretien. Si vous décidez ou si vous avez décidé de vous lancer comme artisan ou si vous êtes déjà artisan et que vous avez envie de développer vos entreprises, je vais vous promettre que vous n'allez pas perdre votre temps à passer cette petite heure ensemble avec Brice. Plein de conseils vous attendent pour développer votre entreprise. Allez, c'est parti, direction l'interview avec Brice Martin, Toiture d'Aki. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, un format différent, un format nouveau, un format que j'ai envie de faire depuis super longtemps et que je suis très heureux de faire, en plus avec un couvreur. Brice Martin de l'entreprise Toiture d'Aki. J'ai pas du tout choisi Brice par hasard. J'ai pas fait comme ça au hasard du calendrier ou parce qu'on était, en manque d'inspiration. Non, avec Brice, ça fait peut-être à peu près. Alors, salut Brice, pardon, je vais commencer par dire bonjour. Salut Brice, comment ça va? Ça va, super. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir répondu présent donc du coup à mon invitation pour ce premier podcast où on va échanger donc tous les deux sur pas simplement sur nos métiers de couvreur mais plutôt sur les problématiques de l'artisanat avec un grand A, j'ai envie de dire, puisque ça fait un petit moment qu'on se suit mutuellement et que tu sais que ma communauté sur nous les artisans, c'est tout type d'artisans. Après pour la toiture, j'ai aussi la chaîne des couvreurs occitans, mais en tout cas aujourd'hui je sais que c'est tout type d'artisans. Alors si vous venez de lancer votre business, ben, vous êtes concerné par cette vidéo. Si vous avez lancé votre business depuis quelques années et que vous voulez commencer à étoffer vos équipes, vous êtes concerné par cette vidéo. Et si vous avez encore rien lancé et vous ambitionnez de lancer votre entreprise peut-être dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, vous êtes concerné par cette vidéo. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes du bâtiment, que vous êtes dans l'artisanat et que vous avez le petit truc entrepreneuriat dans un coin de votre tête, bienvenue à vous. Et on va échanger tous les deux avec Brice à ce sujet-là. Brice, il y a combien de temps que tu as monté ta boîte? J'ai ouvert le 1er septembre 2020. Donc, elle aura 4 ans en septembre cette année. Le 1er septembre 2020, donc en fait, juste après le Covid, c'est ça en fait un Covid? Non, Juste juste après avant. le, Ouais. juste après le premier confinement et avant le deuxième. Moi, quand j'ai ouvert, 2 mois plus tard, on avait le deuxième confinement. Mais pour les entreprises, on n'était pas bridé. On pouvait au moins aller travailler. Non, mais c'était quand même une période hyper incertaine pour monter sa boîte. Qui a monté sa boîte pendant le confinement? Entre les deux confinements? Mais moi, clairement, c'est le confinement qui m'a décidé à monter ma boîte parce que ma situation avant le confinement, je venais de quitter une entreprise parce que j'avais eu un accident, j'étais en licenciement pour inaptitude. Donc je me cherchais, je bricolais un petit peu. Ouais. Et ce confinement, il m'a bridé, on pouvait plus rien faire. Et je me suis dit, il faut que je m'assure une carrière et un avenir en fait. D'accord, ok. Et donc, tu as décidé de monter ta boîte. Donc, c'est récent, on va pas se mentir. Non, Ça va avoir 4 ans à la rentrée. c'est ça. Bilan, t'en es où? Raconte-nous. Eh ben, l'évolution en 4 ans, on va dire, on va parler au futur. On est passé de une personne, moi, à 12 salariés, des locaux un peu structurés. On a une secrétaire qui m'assiste au bureau et qui fait un peu le rôle de maman pour tous les garçons parce que les problèmes d'intendance, les problèmes pour les EPI, les congés payés, moi en interne, tout ce qui est devis, mettre au propre les devis. Donc j'ai une super assistante qui fait bien son boulot. J'ai du jeune, j'ai du moins jeune, j'ai des apprentis, j'ai des couvreurs chevronnés, j'ai des compagnons. J'ai des couvreurs qui ne sont pas compagnons, qui ont la cinquantaine d'années. Donc, j'ai tout type de profil. C'est Ok. assez éclectique. Alors, c'est juste, bon, 4 ans, 12 salariés, c'est énorme, hein, on va pas se mentir. Alors, j'ai regardé hein, ton évolution et
ça fait 2 ans qu'on se connaît à peu près. Ouais, parce qu'on s'est rencontrés à Batimat, ça va faire il y a 2 ans. Mm. On s'est connus un peu sur les réseaux. À l'époque, tu faisais le. Moi, je t'ai connu pour le chantier à Nice, là, cette toiture et le bardage, hein, le gros sarking avec après la couverture en joint debout et les façades. Le chantier, il était, il était colossal. Et toi, ta boîte, elle avait 2 ans. Et bon, moi, bon, évidemment, on fait le même métier, donc je voyais bien qu'au niveau du taf, non seulement le taf, il vous assure les grades, mais ça envoyait le steak. Là, on a une boîte qui tient la route. Bah oui, 4 ans après, 12 salariés. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Première question que j'ai envie de te poser, et il y en a plein des gens qui nous écoutent qui se posent cette question. Comment tu as fait le recrutement, évidemment, parce que c'est un sujet, mais première question, comment tu as fait pour recruter ton assistante? Comment tu t'y es pris? Parce que tu as l'air d'avoir une super assistante, tu en es content. Pas toujours évident de trouver une bonne assistante. Comment tu as fait? Mon assistante, c'est la compagne d'un ancien salarié à moi qui a passé 1 an et demi dans l'entreprise. Ouais. Et un jour, on était à un repas. Elle travaillait dans une boîte qui réglait tout ce qui était problème de dégâts des eaux. En gros, on l'appelait, il y avait un dégât des eaux, elle devait mettre les gars en face pour aller réparer, mais c'était plus de la peinture, du plâtre, des conneries comme ça. Elle s'éclatait plus du tout dans son boulot. Et son compagnon lui expliquait un peu l'évolution de l'entreprise et elle avait envie d'un nouveau challenge. Elle est arrivée en septembre 2023 en connaissant rien en couverture, en connaissant rien à la gestion du bâtiment. Bon, elle avait un panier global qui était entre 1500 et 2000 euros. Et quand elle est arrivée chez moi, le devis minimal, il est à, allez, on va dire 15-20 000 euros. Donc de suite, ça a été différent. La gestion des flux financiers était différente. Les commandes, le vocabulaire. Elle m'a assez épaté parce qu'elle a téléchargé une fiche vocabulaire sur la terminologie du métier, mais vraiment appliquée. Qu'est-ce que c'est nous, un arrêtier, un fêtage, tous les types de tuiles. Elle a téléchargé les fiches de types de tuiles pour pouvoir les apprendre. Quand je lui parle de galéane, pourquoi on dit la galéane 10? Parce qu'il y en a 10 au mètre carré. Donc elle s'est impliquée dans le truc. Et je sais qu'elle aime ça. Notre collaboration, en plus, elle est vraiment cool. On arrive à avoir de l'humour. C'est pas tout entendu et c'est bien. Moi, elle me fait énormément de bien. Elle m'a permis d'enfin avoir des week-ends. Et ça, c'est un luxe qu'aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Même si je devais diminuer ma masse salariale, elle fait partie des personnes que je garderai vraiment jusqu'au bout. Ouais, c'est important ce que tu dis là. Et moi, je vois aussi, pareil, je démarrais avec une assistante à l'époque, 4 heures par semaine. Et elle était à son compte parce que j'avais pas de salarié à l'époque. Moi, je flippais d'embaucher. Toi, tu as embauché direct, tu lui as fait un contrat de travail direct? À l'assistante, ouais. Ouais, Et même, je crois que le premier contrat de travail que j'ai fait, j'avais 2 mois d'existence. Et j'ai fait un. Alors, à l'époque, on avait encore le droit au CDD. ouais. Ça a été révolu maintenant avec les CDI de chantier. Mais après 2 mois d'activité, j'avais déjà mon premier CDD dans l'entreprise. Mais tu avais déjà de la trésor et tout, t'étais pas où tu as dit bon vas-y on y va, feu gaz. Parce qu'en plus je te pose la question parce que je sais aussi que tu es beaucoup sur des marchés à bon de commande, sur des marchés publics, Mm. sur ce genre de choses. Donc on a forcément un décalage au niveau de la trésor. Tu fais du particulier, mais assez peu toi globalement. Enfin, c'est Non, équilibré, non, je non, pense. non, non. Au contraire, ce qui se voit sur les réseaux, c'est les gros chantiers parce que ça marque. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, 75% de ma clientèle, c'est du particulier. En ce moment, j'ai 4 équipes en route. Il y en a une qui est à Antibes. Antibes, c'est un peu le fil rouge de l'entreprise. Alors, on sait que la facture qu'on fait au mois de janvier, elle va être payée qu'au mois de mars. Mais ça nous apporte du travail vraiment en continu. Et on va pas se mentir, des marchés comme ça, c'est des marchés lucratifs. Mais le cœur de notre activité, c'est le particulier. Parce que les marchés publics, quand tu auras, je pense, une autre crise comme une crise financière dans le bâtiment ou comme un Covid, eux, ils vont nous laisser tomber. C'est pas eux qui vont nous protéger. Alors que les particuliers, ils auront toujours des toitures à refaire. Et je pense que si tu vas sur la page Google, 99% des avis toiture d'acquis sont des particuliers. Et ils ont à cœur les valeurs qu'on partage, l'esprit d'équipe qu'il y a dans l'entreprise. Comme je dis à mes gars, le jour où vous sortiez une caisse à outils, quand vous arrivez au chantier, il s'est passé 5 temps. Mon premier rendez-vous, le devis, l'acceptation du devis. Et seulement après ça, vous arrivez sur le chantier et vous sortez votre caisse à outils. Donc il y a tout ça à respecter le jour où vous amenez votre caisse à outils, que le camion soit propre, que la journée. Enfin, voilà. Et la plupart des clients que j'ai, à 99%, ils sont ravis de l'équipe, ravis de la cohésion, ravis de ce qui se passe, de la politesse. J'ai pas un gars qui arrive au chantier qui dit pas bonjour. Je trouve ça dommage, quoi. Ça peut paraître anodin quand on se le dit et normal, mais des fois, il y a des rappels à faire quand même.
Tu as tellement raison. Je suis bien sûr allé voir tes avis. Et tu as une note incroyable, je crois que tu as 5 étoiles. Parce que j'étais allé voir ça il y a un petit sur une centaine d'avis, non? Je dis pas de conneries, on n'est pas Ouais, à loin. peu près, on est à 97, je crois. C'est ça. Et 5 étoiles sur une centaine d'avis, je dis bah évidemment, parce que bah il n'y a pas de raison. Après, tu sais, on s'aperçoit qu'effectivement, à travers ce qu'on poste sur les réseaux, à travers ce qu'on montre, les gens arrivent à se faire une idée assez précise de l'entreprise. Moi, je suis actuellement en recrutement d'un responsable de la communication dans ma boîte, et c'est la première question que je pose aux candidats quand je les reçois, c'est vous êtes dans la com, vous avez vu les couvreurs occitans sur les réseaux, dites-moi comment vous voyez la boîte, dites-moi ce que vous en pensez. Et ils sortent évidemment des valeurs importantes pour moi, plein de choses. Je me dis ok, c'est cool. Donc on voit ça. Donc c'est vrai que ça permet de se faire une idée. Et les clients ne sont pas dupes. J'étais ce matin avec une femme qui s'occupe des achats pour un grand assureur français. Et donc, elle venait avec nous. Elle était au bureau ce matin pour signer un contrat sur tous les sinistres sur 2 départements. Donc c'est un gros marché. Et elle avait évidemment été voir toute la e-réputation qu'on avait sur Internet, notre solvabilité, la e-réputation, les avis clients, les bilans. Aujourd'hui, on a besoin d'être vraiment sexy dans tous les sens du terme. Pour l'instant, c'est encore les clients qui ont le choix, mais n'oubliez pas, les amis, que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est l'IA qui nous choisira pour les clients et on a vraiment intérêt à avoir le cul propre si on veut être Ouais, choisi par non, une mais intelligence artificielle. c'est aussi souvent ce que je dis à mes gars, c'est que moi, je suis le chef de l'entreprise, leur patron, hein, à proprement dit, et je leur dis tout le temps, mon patron, moi, c'est le client. C'est lui qui va nous payer, c'est lui qui va nous dire s'il est d'accord avec ce qu'on a fait, est-ce que c'est propre, est-ce que ça lui convient. On est tout le temps sur la toiture, donc on va faire des toitures parfaites et tout. Et puis, tu sais, des fois, le mec, il va poser son tuyau de descente, c'est la dernière pièce du chantier. Il fait pas attention, il est fatigué, et le tuyau, il est un peu en biais. Je lui dis, mais tu sais, toute la toiture qui est magnifique que tu as fait, ton client, il va pas le voir. Par contre, le tuyau de descente, il est devant. Et ce qu'on voit le plus, c'est ça qu'il faut soigner, quoi. Il faut tout soigner. Mais tu vois, je leur dis de bien faire attention du début à la fin. Évidemment, il faut. Bah, tu sais, regarde aujourd'hui quand tu achètes une voiture haut de gamme toute neuve, elle est filmée, protégée et tout le truc. Et si tu avais ne serait-ce qu'un tout petit pet de la taille d'une tête d'épingle au milieu du capot d'une voiture à 100 000 euros, tu vas voir que le pet. Je dis attends, mais tout le reste c'est Exact. une merveille. Oui, je sais, mais il y a un pet là. Je veux dire, c'est comme quand j'ai un bouton sur le nez que j'ai pas envie d'aller bosser, quoi, parce que je me dis putain, j'ai un bouton sur le nez, on voit que le bouton. Ouais, ouais, évidemment. C'est la même chose. Quel âge tu as, Brice? J'ai 35 ans. J'ai eu Donc, 35 ans en mars cette année. donc tu as monté ta boîte à 31 ans. Exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce qui t'a amené là? Est-ce que tu savais que tu allais te mettre à ton compte un jour? Non, Quel a été ton parcours en fait pour arriver à non, avoir bah, ta boîte? je vais le raconter. Euh, En gros, je rentre dans le bâtiment à 16 ans. Je suis pas, scolairement parlant, je suis pas mauvais, mais le système, il est pas fait pour moi. Je me dissipe assez vite, comme j'ai une facilité à répondre aux questions et à enregistrer ce qui se passe en salle de cours. Dès que je m'embête, ben, je vais avoir tendance à déranger le cours et à être turbulent. Donc, à 16 ans, je savais que c'était pas fait pour moi, qu'il fallait que je trouve une autre voie. Je me suis essayé un premier métier de maçon, CAP chez les Compagnons du Devoir en 2 ans. Très bien passé. Après 2 ans, je me suis dit, la maçonnerie, c'est pas fait pour moi. Enfin, chez nous, dans le sud, c'est souvent les maçons qui font la couverture. Donc, je faisais que des toitures. Mhm. Et je me suis dit, ouais, la couverture, c'est vraiment mon job. Donc, à 18 ans, je refais un deuxième CAP, toujours chez les Compagnons du Devoir, couvreur. Je suis à 4 ans d'expérience dans le bâtiment. Donc, j'ai une certaine aisance sur les toits. Je comprends vite. Et comme je pense que je ne suis pas quelqu'un d'idiot, ça va, l'apprentissage se fait bien. 18 ans, les compagnons m'invitent à partir sur le Tour de France. J'accepte. D'ailleurs, je peux voir ma canne Ouais, d'aspirant je qui est la vois, là. j'ai vu. Ouais. Et je pars sur le Tour de France à 18 ans. Je démarre à Lyon, super boîte avec qui je collabore toujours avec le patron avec qui j'étais à Lyon. Je fais mon tour. Je suis reçu en 2014 à Nantes après un super travail de réception sur de l'ardoise. J'ai fait quelque chose de super sympa. Un projet associatif en plus de ça qui avait une vraie valeur. Je suis parti 1 an à l'étranger en Guyane française. J'ai pris 1 an pour moi, pas pour apprendre le métier, mais pour moi, pour m'ouvrir à l'extérieur. Bien sûr, là-bas, je ne pouvais pas partir sans avoir un petit projet dans la tête. Je me suis entraîné et aguerri au dessin technique sur ordinateur. Donc, j'ai refait toute la progression de dessin qu'on a chez les compagnons sur AutoCAD. Après, j'ai appris juste la 3D avec SketchUp. Mais c'était une première approche. Quand je suis rentré en France, j'avais 2 ans de devoirs à donner aux compagnons. Donc, j'ai été maître de stage, professeur au CFA de Marseille, à Saint-Barnabé. J'ai fait 2 ans comme ça, où là,
Je me suis dit, bah, c'est bien de former les jeunes pendant 2 ans, mais qu'est-ce que tu apprends toi? Et j'ai passé le CAP de charpentier. Donc, je Ah me suis ouais. dit, ouais, c'était une corde en plus à mon arc. Je voulais être autonome, parfait. J'aime le bois, j'aime la charpente. J'adore faire des couvertures de A à Z. Quand le maçon s'en va, j'aime prendre la place, faire ma charpente, ma couverture, livrer le chantier, tout le monde est content. Donc, ça m'a vraiment, vraiment aidé dans mon futur. Sorti des compagnons, je suis allé dans une boîte. Et là, t'as Ça a quel âge? été. Quand tu sors des compagnons, t'as quel âge? Parce que J'ai t'as fait 3 CAP, t'as fait 3 CAP, ça fait déjà 6 ans. Plus, ouais, enfin, j'ai 26 ans. t'as fait médecine, quoi. Ouais, T'as pas... en vrai, tu peux presque dire que j'ai un bac plus en termes de longévité, parce que j'ai un BP en couverture aussi, que j'ai Ah fait ouais? pendant mon Tour de France. Ah ouais? J'ai une mention Zingri. J'avais fait le concours des meilleurs apprentis de France. En fait, les compagnons, c'est une machine à apprendre. Oui, c'est sûr. Tout le temps où tu es en itinérance chez eux, ils te demandent de passer des diplômes, de t'aguerrir. Au début, tu trouves ça super relou. Tu te dis, mais j'ai envie de bosser, de gagner des ronds. Et en vrai, aujourd'hui, avec le recul et l'expérience que j'ai, C'est fou. c'est la meilleure école au monde pour apprendre le bâtiment. Et donc, je termine à 26 ans. Je me sédentarise dans le sud où j'ai grandi. Je tombe dans une boîte. Et là, mon patron, il me dit, OK, mec, tu es un super technicien. Je peux pas te l'apprendre. Ton métier, tu le connais par cœur. Par contre, t'es pas rentable. T'es Ouais. pas rentable. Et il m'a dit, maintenant, moi, je vais t'apprendre à l'être. Et ça a été vraiment le déclencheur chez moi d'une remise en question où je me suis dit, putain, il a raison, je rate rien en couverture. Tout est droit, tout est beau, tout est propre, c'est aligné. Mais tu passes trop Mais de temps. putain, je mets un temps monstrueux à le Eh ouais. faire, quoi. Ouais. Et là, j'ai travaillé là-dessus. Et de fil en aiguille, j'ai commencé chef de chantier, chef d'équipe chez lui, puis chef de chantier. Après, il m'a mis à mi-temps conduc. Donc, je devais gérer les équipes de sous-traitants, mes équipes de la boîte, m'occuper de la zinguerie parce qu'il n'y avait pas de zingueur. Et là, clairement, pour moi, c'était 70 heures semaine. C'était pas un enfer, j'aimais ça, mais j'avais plus de vie. J'étais déjà en préposé à monter ma boîte. Et je suis resté 3 ans chez lui. C'était une expérience incroyable. Vraiment, vraiment, qui m'a appris, je pense, presque autant que le Tour de France. Et après ces 3 ans, j'ai eu un accident de bécane qui m'a rendu handicapé à peu près une vingtaine de pourcents sur l'échelle de l'handicap selon la sécurité sociale, quoi. Interdiction de monter sur les toits pour un patron. Donc, Ah, ouais, inaptitude totale. ah ouais. D'accord. Mon patron me met inapte. Enfin, du coup, le deal, c'est qu'il me licencie pour inaptitude parce qu'il ne pouvait pas me reclasser. Et là, bah, moi, parce que j'ai fait du fauteuil roulant pendant des mois et tout ça, j'ai eu une grosse remise en question. Les médecins qui me disaient, tu ne pourras plus monter sur un toit. Et là, j'ai pris le truc comme un athlète au JO qui a un accident grave et qui se dit, bah, c'est pas grave, il y a les Jeux paralympiques. Et moi, pour moi, les Jeux paralympiques, c'était de monter ma boîte. J'ai pris du bon temps entre la séparation avec mon patron et le montage de ma boîte. J'ai voyagé, j'ai fait 22 pays, j'ai profité de la vie. Et puis quand est arrivé le Covid, je me suis dit, bon, bah voilà, mec, maintenant, tu es dans le dur. Tu n'as plus de revenus, tu n'as plus de boulot, tu sais pas quoi faire. Monte ta boîte et toute l'identité visuelle, tout le caractère, toiture d'acquis. Pourquoi toiture d'acquis? Ça veut dire toiture d'ici en provençal. Toutes ces choses-là, je les ai pensées, imaginées pendant que j'étais en fauteuil roulant. La direction de l'entreprise, je savais déjà que le jour où j'allais monter quelque chose, il fallait que ça cartonne. Je ne montais pas pour faire un échec, il fallait vraiment que ça cartonne. J'aurais été trop déçu de moi. Je suis obsessionnel comme garçon. J'ai 1000 passions à l'heure. Demain, tu vas me montrer le tricot. Je donne l'exemple du tricot parce que j'ai un truc devant moi, mais tu vas me montrer le tricot, je vais mettre à fond dedans. Le vélo, ben, je vais m'acheter un vélo de dingue, je vais aller pédaler. Et tout ce que je fais, je le fais avec obsession jusqu'à l'aboutissement parfait, quoi. C'est pour ça que tu fais des vidéos aussi jolies. Et dont on va... Merci. Parce qu'effectivement, tu es à bloc, ça te plaît, tu as le drone, tu as le machin. Donc et c'est hyper, hyper important de communiquer. Quand tu crées ta boîte, c'est bien joli de monter sa boîte, mais tu avais du pognon, tu avais, de quoi un petit peu amorcer la pompe ou tu t'es lancé avec du matos que tu avais en perso, ton Canon peut-être Ben perso en voilà. avant? Deuxième sujet, le matériel. Quand tu ouvres une boîte, Et surtout ouais, dans la couverture Zingri, c'est une boîte, il y a de l'échafaudage, des monte-charges, des scies, ça coûte super cher. Et moi, tout le long de mon Tour de France, chaque ville que je faisais, soit le patron était très content de moi et à la fin, il me proposait une prime et je lui disais, bah, je préfère que tu m'achètes un outil. Donc j'ai commencé au premier avec une Vuco, puis après des pinces à sertir pour joindre bout, et j'ai étoffé ma caisse à outils de coureur Zinger comme ça. Puis après, quand je commençais à gagner un peu plus de pognon, parce que tu gagnes quand même un peu ta vie en couverture, bah, je me suis acheté mon premier pack de visseuses, perfo, tout ça que j'avais. C'était un truc e-coquille. Et le jour où j'ai ouvert ma boîte, on m'a demandé 5 000 € de capital, ce que j'ai mis dans ma boîte. C'était mon fonds de roulement au départ. Et j'avais un vieux Ford Transit Connect que j'avais payé 1500 balles comme ça.
et mon pack Makita. Et j'ai commencé comme ça. Moi, je savais comment ça marchait une entreprise de couverture pour y avoir été au cœur. Je savais que l'échafaudage, on le faisait monter par quelqu'un, le facturait à un client avec une marge. Si on avait besoin de levage, ben, au début, on loue enfin, ce qu'on va gagner sur l'amortissement de la location, ça va nous permettre de nous en acheter un, etc., etc. Donc au début, c'était des petits chantiers, des maisons qui faisaient entre 30 et 40 mètres carrés. Je savais comment être rentable, donc ça allait très vite. Les clients étaient assez surpris de la rapidité d'exécution et que ce soit propre. Mais on gagnait de l'argent comme ça. J'ai étoffé ma trésorerie en faisant ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais acheter mon premier échafaudage. Et après, j'ai acheté mes premiers 200 mètres carrés. Puis après, je me suis dit, bon, bah, Ikoki, c'est bien, mais Ilti, c'est mieux. Donc on a été chez Ilti. Et puis mon Ford Transit Connect, des fois, je le démarrais aux pinces avec la voiture du client. Ça la foutait mal, même si on était deux jeunes, c'était pas ouf. Donc j'ai commandé mon premier véhicule, quoi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. J'ai avancé étape par étape. Au début, ça me faisait hyper peur quand j'ai dit à mon comptable, je veux m'acheter un camion. Il me dit, ouais, bah, faut faire un crédit bail. Je dis, un crédit bail, mais si j'ai plus d'activité, comment je vais faire? Il m'a dit, Monsieur Martin, foncez, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais en venir à un autre truc, c'est que tous les meilleurs conseils que j'ai eus, c'est mon comptable. Je crois que j'ai eu la chance de m'entourer d'un super bon Ouais. comptable. Et ça, pour moi, c'est ce que je dis à tout le monde aujourd'hui. Des collègues à moi qui ont une entreprise et qui galèrent avec leur comptable, arrête, coupe-lui la mission, viens chez le mien, tu vas voir. Et Ouais. ça leur a changé la vie. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai démarré comme toi avec un vieux Volkswagen Transporter, avec mes outils que je me servais moi au quotidien. J'avais pas de matos non plus. Et c'est vrai que mon premier comptable, en fait, mon comptable, quand j'ai démarré ma boîte, il a pris la retraite un an après. Donc, et il a vendu à un autre comptable qui valait rien. Mais le vieux, que j'ai eu au début, d'ailleurs avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui, parce que voilà, il a suivi mon parcours, il y a une relation d'amitié qui s'est nouée. Quand j'ai dû acheter mon premier camion, il est parti avec moi chez le concessionnaire, c'était chez Ford, puisque j'ai acheté un Ford Transit, c'était mon premier camion. Il est allé chez Ford, le mec, il avait genre 65 ans, tu vois. Il a été voir le vendeur, il a dit, monsieur même, il s'appelle, vous allez vendre un camion à ce monsieur. Ne vous inquiétez pas, vous allez lui faire un crédit bail, et ne vous inquiétez pas, ce monsieur vous le paiera rubis sur l'ongle, je m'en porte garant. Et effectivement, j'ai toujours tout payé ce que j'avais. Mais s'il n'était pas venu avec moi, bah, c'était incroyable. Et je me rappelle le premier prêt que m'a fait mon banquier. Le banquier me dit, ah, monsieur Bell, il faudrait faire un petit prêt et tout pour acheter des outils et tout. Et j'appelle mon comptable, je dis, il y a le banquier qui veut me prêter de l'argent. Bah, et mon comptable me dit, prenez-le. S'il veut vous prêter de l'argent, prenez-le, achetez des outils. Parce que le jour où vous aurez besoin d'argent, il ne vous le prêtera pas forcément. Donc, mais c'est vrai que les conseils d'un comptable, quand on a un bon comptable au départ, c'est hyper important. En fait, les bons conseils au départ sont hyper importants. Et à part le comptable, qui va nous les donner? Mhm. Le comptable sur la gestion de l'entreprise, en plus, toi, tu as commencé en auto. Donc, toutes enfin, les concessionnaires, les banques et tout, elles ont une petite distance avec les autos. Moi, je me suis ouvert en société parce que, aussi, pour le dire et pour ceux qui vont nous écouter, j'étais au chômage. Comme je m'étais fait licencier pour inaptitude, j'avais une rémunération qui me suffisait pour vivre au chômage. Ça payait le loyer de ma maison, mes factures et tout ça. Et mon comptable m'a dit, avec le chômage et la durée que vous avez encore le droit, l'idéal, c'est de vous mettre en SASU et vous ne vous rémunérez pas. Et ça va vous faire de la trésor. Parce que si tu dois commencer en te payant 1500 euros, ça va te coûter presque 3000. Et c'est 36 000 euros de trésorerie en moins la première année. 36 000, c'est quand même pas négligeable, quoi. Absolument. Tu as entièrement raison. Pour les gens, même si plus tard vous voulez vous mettre en EURL, en SARL pour pas être assimilé salarié et pas payer ce type de charge, vous pourrez tout à fait en fait basculer votre SASU en EURL si vous le voulez 2 ans après. Mais sur les 2 premières années, on a le droit au chômage, c'est vraiment la bonne chose à faire. Démarrer en SASU, toucher le chômage et après vous pouvez rester en SASU toi 2 ans après. Je suis toujours en SASU. Ouais, donc du coup tu es assimilé salarié aujourd'hui. Ouais, alors, il y a eu le sujet sur la rémunération, comme quoi c'était plus cher. Mais moi, j'ai opté pour une petite rémunération mensuelle et je regarde les dividendes à la fin de l'année. Puis, je préfère passer certains avantages sur l'entreprise. J'ai un véhicule d'entreprise à plein temps, mon téléphone, mon assurance. Voilà, c'est toujours un calcul comptable différent. Aujourd'hui, la boîte marche suffisamment pour que je puisse le permettre. Si un jour j'avais un coup dur ou une crise, je sais que je pourrais repasser en EIRL, diminuer mes charges patronales et ce serait différent. C'est quelque chose que je me garde. Pour le moment, c'est bien comme ça.
Mhm. Aujourd'hui, du coup, parce que tu es une entreprise qui est rentable, et du coup, tu laisses une partie de tes résultats en fonds propres et le reste, tu te reverses un peu de dividendes, c'est ça? Que tu mensualises d'une année sur l'autre ou comment tu fais? Non, non, à la fin de l'année, Tu... quand on est au stade du bilan, bah là, cette année, il y avait le bilan, voilà, il y a eu le temps. Ok, bon, moi, je vais prendre un petit temps, je pense que je l'ai mérité sur cette année-là, mais je laisse quand même beaucoup parce que grâce à la boîte, grâce à l'expérience, grâce au réseau et grâce à tout ce qui s'est passé depuis ces 4 ans, euh, moi, je paye un loyer, c'est minime. Je paye 780 euros de loyer pour l'entrepôt, hors taxe. C'est que dalle par rapport à. J'ai 165 mètres carrés, 500 mètres carrés d'extérieur. Je peux stocker les 5 camions devant. C'est vraiment peanuts. Mais c'est pas chez moi. Mon propriétaire, il est pas super cool. On a besoin de plus d'espace. J'ai besoin d'un outil de travail. Le dépôt, c'est pas juste pour se réunir et boire des canettes le vendredi. C'est un outil de travail. J'ai besoin d'être rentable dedans. J'ai besoin qu'il me rapporte de l'argent. Donc, j'ai commencé à chercher après la deuxième année un terrain ou un entrepôt à pouvoir acheter. On est en PACA et ici, le mètre carré constructible et faut arrêter, faut même pas y croire. Donc, par la voie normale, ça marchait pas. Et un jour, je suis allé voir le maire de ma ville en lui disant, voilà, monsieur, il s'appelle Monsieur Brémond. Je lui ai dit, Monsieur Brémond, ça fait 3 ans que je suis ouvert. Vous avez vu que la courbe d'évolution de l'entreprise est bonne. J'embauche pas mal de brignolets et du bassin brignolé. Je suis brignolé. J'aimerais rester ici pour avoir un dépôt, mais je trouve pas de terrain. Saint-Max et Tours, ces deux villes qui sont à côté, ont des terrains à vendre. Je vais être obligé de partir. En 2 coups de téléphone, il a appelé l'agglomération. Ils avaient un terrain à vendre de 1500 mètres carrés. On a fait l'acquisition et on est en train de. Là, je suis sur les plans et on finalise le terrassement, mais dans l'année prochaine, on aura un nouveau bâtiment au nom de Toiture d'Aki. Ouais, génial. Et un investissement de combien au global sur ce terrain, du coup? Combien ça représente? Le, le terrain, il m'a coûté 100 000 euros pour Pouah, 1500 mètres carrés, 65 euros hors taxe du mètre carré, ce qui est que dalle. c'est cadeau? Ouais. Et l'investissement global avec le bâtiment, je suis à 700 000 euros hors taxe. Ok. Du coup, là, Alors ça, et là, ce qui n'est pas grand-chose, enfin, ce qui n'est pas grand-chose, c'est déjà une somme, hein, il faudra le payer au trimestre, c'est 700 000, ça commence à faire des sous. La banque t'a suivi, du coup, sans problème, parce que c'est ta banque historique et depuis le départ, ils sont là, c'est quoi. la banque qui m'incitait depuis 2 ans. En fait, quand j'ai fait mon premier crédit pour acheter la grue, j'ai emprunté 134 000 euros. Donc avec les intérêts, tu sais ce que ça fait. Ouais, Une fois que j'ai emprunté la grue et qu'ils ont vu mes bilans, parce que bien sûr, tu dois donner tes bilans chaque année à la banque, ils m'incitent à racheter une grue, racheter des camions. Enfin, pour eux, plus ils me prêtent d'argent, plus ils en gagnent. bien sûr. Et puis pour moi, c'est arrangeant de pouvoir me payer ce que je veux. D'autres entreprises n'ont pas cette chance-là. Cette année, je voulais pas racheter de grue. Bon, je viens de racheter un véhicule parce qu'on en avait besoin, mais je voulais vraiment investir dans le terrain et dans le bâtiment. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait avec la banque. Alors, 700 000, c'est pas grand-chose, et en même temps, c'est grand-chose. C'est Ça beaucoup. va quand même demander 6 000 euros de loyer à la boîte. On va multiplier par 10. Aujourd'hui, la ligne loyer sur le résultat à la fin de l'année. Sauf qu'aujourd'hui, en la multipliant par 10, ben, je vais descendre mes bénéfices à la fin de l'année et arrêter de me faire taxer en IS. Tu vois, parce que ça, c'est un autre sujet qu'on abordera sûrement après, mais plus tu gagnes d'argent, plus tu te fais taxer. Si tu reviens à l'équilibre, tu seras moins taxé et en plus, l'argent que tu vas pas dépenser, tu vas le mettre dans ton bâtiment. Et après, bon, comme toujours, je suis artisan du bâtiment, en couverture et en charpente, je vais faire un bâtiment ossature bois, BBC, où les garçons pourront travailler en t-shirt dans l'atelier avec des beaux bardages en aluminium préfa, quelque chose qui va être tourné vers l'avenir. Toute notre toiture, elle sera en panneaux solaires, pas pour être autosuffisant, mais pour revendre et être rentable. Toutes les récupérations d'eau pluviale vont être stockées dans une cuve avec trop plein pour pouvoir nettoyer les camions le vendredi, etc. On va essayer de faire quelque chose qui est dans l'avenir, qui est tourné vers l'avenir. Pas un vieux bâtiment métallique avec des poutres et du bardage acier où on a chaud et où 10 ans plus tard, il commence à rouiller. C'est pas ça le but. Très bien. Bah, c'est super. Du coup, ce bâtiment, tu l'as acheté avec une SCI ou c'est la société, c'est Toiture d'Aki qui a acheté le bâtiment? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tu sais très bien. Oui, J'ai monté une holding. je pose la question pour les J'ai gens qui j'ai- j'ai mon- écoutent. j'ai monté une holding. Ouais. La holding, c'est la maison mère qui gère tout là-haut. On a créé une SCI. Toiture d'Aki s'est porté garant à mener l'apport dans la holding pour que je puisse emprunter sur la SCI et avoir cette somme-là. Donc aujourd'hui, c'est une société civile immobilière qui va être propriétaire du bâtiment d'Aki, qui va le louer à Toiture d'Aki. Donc Toiture d'Aki va payer la SCI va faire remonter l'argent dans la holding et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi tirer une rémunération sur la holding. La SCI, elle est créée ou tu vas la créer?
Elle est créée. Elle est créée. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, il y a un sujet, donc c'est bien, on a fait le tour du propriétaire, c'est pas mal. Il y a une question que je me pose et que se posent souvent les gens qui nous regardent, et j'ai encore répondu tout à l'heure à un commentaire sur Insta, de gens qui se posent toujours la question de l'embauche, embaucher, oui, mais, alors là, tu vas voir, je vais faire l'avocat du diable, oui, mais les salariés, c'est compliqué, les salariés ne veulent pas travailler, les salariés travaillent mal, s'ils ne sont pas là le matin, nous, on s'arrache les cheveux, s'ils travaillent mal, on est dans la merde. Et les salariés, ils sont impossibles. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Aujourd'hui, on est 12 et je suis à mon 34e contrat de travail. Ouais. Donc, j'en ai gardé un sur trois, à peu près, un sur trois. Donc, il y a eu du tri. Là, il est 5h30. J'en ai encore trois qui sont en train de s'entraîner à faire des languettes étirées pour du joint debout parce qu'ils ont des lacunes. Un apprenti et son chef. J'en ai un autre qui est en train de ranger l'atelier. Ça fait 1 heure qu'ils ont fini le boulot normalement. C'est des choses que j'ai mis en place parce que moi, j'ai des valeurs certaines sur la façon de travailler. Quand on est chef d'équipe, qu'on doit conduire une équipe le matin et qu'on arrive à 7 heures pile, la gueule enfarinée, on a raté le briefing du chef d'entreprise, ça marche pas. Je demande une vraie implication à mes gars. Ils sont tous habillés des pieds à la tête en toiture d'acquis. Une tenue complète, c'est environ entre 300 et 400 balles. On va jusqu'aux gourdes, toiture d'acquis, la glacière, toiture d'acquis, les casquettes, les lunettes. Enfin bref, c'est incomplet, mais c'est un truc qui me plaît. C'est plus un jeu pour moi de leur payer des trucs comme ça pour qu'ils soient beaux quand ils vont au chantier. Et je m'occupe de tout ce que je leur demande sur le chantier. Il n'y en a pas un qui pourra me dire Brice, c'est impossible, le temps que tu me demandes, c'est impossible. Ok, si ça devient impossible, je vais venir sur le chantier et puis je vais te montrer que peut-être tu as oublié un passage, peut-être que ton organisation ne permet pas que ce soit possible, etc. Au début, quand j'ai ouvert, je m'entourais, je ne vais pas dire mal, mais pas bien non plus. Je prenais un gars, il allait pas bien, je palliais à son incompétence en carburant 2 fois plus, donc je lui gueulais dessus et moi je courais 2 fois plus. Un jour, j'ai discuté avec un ancien, il me dit mais tu sais mec, si t'en as un pas bon, il va tout te pourrir, il vaut mieux le virer de suite, ça va être dur. Peut-être tu vas faire 2 fois son boulot, mais tu auras la tête reposée, tu gueuleras sur personne. Je l'ai compris. Grand conseil, ce que tu viens de dire là. Écoutez bien, hein, excuse-moi, mais c'est tellement important ça. Quand il y en a un qui est pas bon, effectivement, faut pas le garder. Je te laisse Non, non, continuer. non. C'est vraiment, on a C'est- tendance à pallier, à se dire ouais, mais au moins il est là, il fait ça. Moi, tant pis, je bosse plus. On l'a tous fait cette erreur. Hum, Non, exit, parce qu'en fait, d'abord, il prend la place d'un bon qui attend hum. peut-être pour rentrer. Je te laisse finir. Ah, J'aime pas couper, mais c'est tellement important ce que tu dis. mais même dans les équipes, je le vois dans les équipes, je fais du recrutement perpétuel. Quand il y a quelqu'un qui tape à ma porte, je dis non, je dis pas non, même si les équipes sont complètes aujourd'hui, je dis jamais non. Je veux voir ce qu'il vaut, parce que souvent, il peut apporter un plus qui manque à une équipe. Et des fois, on a une équipe qui tourne bien, mais on en enlève un, on en met un autre, ça tourne encore mieux, tu vois. Et en fait, au début, c'est effrayant, c'est effrayant. On se dit, putain, on va pas y arriver. Le carnet de commandes, il est plein. Les demandes sont aussi pleines. Et je dis, putain, j'ai besoin de cette personne-là. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui n'est pas compétent, tu n'as pas besoin de lui. Et il vaut mieux t'en séparer rapidement, parce que sinon, il va te bousiller la santé, il va te faire mal au ventre, il va même abîmer ton matériel. Et vaut mieux. Il y a même des gars qui étaient chez moi, avec qui on a travaillé pendant 1 an et demi. Au bout d'un moment, ça allait plus, ça marchait plus, on se comprenait plus. Ils sont partis. 1 an. Là, ça fait jour pour jour 1 an qu'il est parti, celui que je te parle. Il est revenu. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi motivé. Mais 2 fois plus, parce que pendant ces 1 an-là, il s'est peut-être confronté au monde du travail extérieur, à d'autres personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie professionnelle ou même personnelle. Mais là, depuis qu'il est revenu, c'est un très bon ami à moi, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Mais depuis qu'il est revenu à l'entreprise, il a jamais été autant motivé. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se dire, ce mec-là ne vaut pas le coup. Il faut que je m'en sépare. Et tu viens de dire un point qui est super important. Les amis. On a tous fait bosser les copains. Et tous. Et j'ai même envie de dire, on commence par faire bosser les copains. Ah ouais, bah, clairement. Mais Tous le mes problème, premiers embauchés, c'était des potes. ouais, ouais. Mais le problème, c'est que, bon, on sait qu'en tant que pote, bon, c'est pas tous des stars, nos collègues, mais on s'en fout, c'est des potes. Ouais, mais quand tu deviens le patron et que tu as une obligation de rentabilité sur ta boîte, une obligation de résultat chez tes clients, que ton copain, ton collègue, bon, hier soir, bon, putain, il a un peu trop arrosé la soirée, que du coup, il n'est pas là à 7h, mais à 7h30 ou à 8h, que tout le monde l'attend, ou qu'il a oublié les clés du camion. Enfin, je te la fais pas l'histoire, tu la connais. Et là, il y a un moment où tu dis, mais en fait, je peux pas travailler avec les copains, ou je peux travailler avec les copains,
Mais quand je suis au travail, je suis le patron, il me respecte en tant que patron. Et le soir, on peut être collègue, boire un verre, c'est un autre délire. Mais il y a un moment donné, même si on est copains, nous, on a le costard du chef d'entreprise. Eux, ils doivent prendre le costard du chef d'équipe, du chef de chantier, du conduc, de ce que tu veux. Mais copain, c'est bien, mais c'est après le travail. Le travail, Non, mais je pense qu'on a tous fait dans toutes nos boîtes. Mon père, mon frère, il est associé avec son meilleur ami. Mon père, il a fait travailler des amis parce que, pareil, quand j'ai eu la discussion, mon frère a une boîte de plomberie chauffage et mon père, lui, il a plutôt été dans le business des pubs, bars, brasseries. Voilà. Donc, lui, il a une gestion totalement différente, mais c'est un businessman. Mon frère et moi, on est dans le bâtiment, donc des fois, on s'apporte des choses, c'est constructif. Et mon frère s'est associé avec son meilleur ami. Donc, bon, eux, il n'y a pas de discussion, c'est l'association parfaite. Moi, je ne suis pas associé, je suis tout seul. J'ai fait travailler des potes. Alors, j'ai fait travailler des potes pour plusieurs raisons. Certains, c'était des compagnons comme moi qui étaient de passage dans le coin. Ils voulaient venir bosser pour moi et adhérer au projet Toiture d'Aki. Ils voulaient donner leur petit coup de main. De passage, 3, 4 mois, c'était super, génial. J'adore. Il y a des copains à moi que j'ai voulu faire bosser parce qu'ils n'avaient pas de boulot et j'avais besoin de bras. Donc, tu as de l'empathie de ma part. Eux, ils sont contents, ils ont du boulot. Ça s'est super bien passé. J'ai jamais eu trop de mauvaises expériences. Tu as des copains que j'ai voulu emmener avec moi, où je me suis dit, toi, Turdaki, c'est un train. Et c'est des amis à moi d'enfance. On a toujours partagé les mêmes valeurs. On sera amis même dans 20 ans. C'est une certitude. Et j'ai pas envie de m'élever tout seul. Moi, j'ai envie de pouvoir aller boire des mojitos sur un bar de plage avec des copains et qu'ils aient pas à me dire, j'ai pas une thune, tu vois. J'ai envie qu'ils viennent avec moi, qu'on s'élève tous ensemble. Ça a marché plus ou moins, et après, des fois, on a mis fin à une collaboration, et il y en a un avec qui ça marche toujours, et on va monter une future boîte ensemble où il va s'occuper, lui, du drone, lui, des prospects clients. Tu vois, Toiture d'Aki, aujourd'hui, c'est une boîte qui fait tout. Je vais droner, je fais une inspection de toiture, je vais droner, je fais mes vidéos de toiture, et j'ai un modèle allemand, certaines boîtes allemandes que je suis beaucoup, où eux, ils ont créé une petite entité, le mec, il roule en smart, il va faire toutes les visites de chantier, tous les drones, tout. C'est lui qui s'occupe de tout. Il a un petit rôle à la boîte, il est intendant dans la boîte, il fait les transports de grue et tout ça. Et moi, c'est la place que je veux donner à mon pote en m'associant avec lui, en montant une petite succursale sans trop de valeur, mais sur laquelle on va pouvoir gagner de l'argent en facturant Toiture d'Aki, et je vais pouvoir en gagner indirectement en le faisant travailler. du coup, ça m'amène en fait à la question que j'allais te poser ensuite, qui est comment est-ce que tu vois l'avenir justement, parce que en 4 ans, putain, franchement, tu n'as pas chômé, tu as fait quand même un joli bout de chemin, puisque tu en arrives, voilà, tu as une équipe, aujourd'hui tu as une entreprise qui est rentable, qui a quasiment été rentable depuis le début, tu as un beau projet IMO en perso, hein, on va dire, mais qui est lié à la société, sur un beau bâtiment qui a du sens, qui va être un bel outil de travail, qui va effectivement tous les mois augmenter le prix de ton loyer, mais on a compris que ça va baisser ton résultat et venir en fait t'enrichir. Moi, j'ai pas peur du mot enrichir, hein, t'enrichir à titre personnel, patrimonialement, parce que à terme, ce bâtiment sera à toi, et puis quand tu seras presque aussi vieux que moi, ou un peu plus vieux que moi, mais moi dans pas longtemps, mais tu partiras à la retraite avec ce loyer de ce bâtiment qui sera toujours là et qui sera là pour tes vieux jours. Donc tu viens de nous parler de cette boîte que tu as envie donc du coup de développer avec un pote à toi. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Tu as d'autres projets d'avenir pour toi? Ouais. En fait, moi, j'ai mis l'idée à la minute. C'est ce qui fait halluciner mes gars, c'est que ils hallucinent. J'ai mis l'idée à la minute sur ce que je veux faire. En gros, aujourd'hui, Toiture d'Aki, c'est une entreprise de couverture Zingri, charpente couverture Zingri, comme j'aime l'appeler. On est spécialisé et reconnu dans le coin, vraiment dans le secteur PACA. La rénovation de toiture, c'est notre boulot, on le connaît. J'aime la charpente, et moi, je fais pas mal de petits projets de charpente, des maisons ossature bois et tout ça. Et ça, pour moi, c'est l'avenir. Donc, je veux développer le secteur bois en montant un bureau d'études interne à Toiture d'Aki pour qu'on puisse s'envoyer des gros lamellés-collés, enfin, faire des gymnases, faire des beaux trucs en bois. Ça, j'aime. J'en ai fait beaucoup en étant salarié. J'ai de l'expérience sur ces chantiers-là. Je sais comment les mener. Et du coup, maintenant, je veux faire entrer un mec en bureau d'études, développer ça dans le nouvel outil qu'on aura dans le bâtiment là-bas. Ce sera parfait pour faire ça. Prendre un virage sur l'ossature bois et le monde de demain qui nous attend. Deuxième chose, bon, il y a cette boîte avec le drone, avec mon pote pour les inspections de toiture, mais on ne veut pas la réserver à Toiture d'Aki. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de concurrents dans le Var, j'ai beaucoup de confrères. Quand j'ai ouvert ma boîte, et je vais le dire devant tout le monde qui va nous regarder, j'ai fait un petit truc qui est tout bête. J'ai appelé toutes les boîtes qui sont à moins de 30 km de Brignoles en leur disant, je vais m'installer. Moi, j'ai préparé des prix, je me suis regardé le prix de la couverture, le prix de ma tuile, combien je la paye, combien je vais mettre, le pare-pluie, tout ça. J'ai fait une grille tarifaire au mètre carré de la couverture canal, de la dépose, tout ça.
Je vais vous envoyer tous mes prix. Je vous demande pas de retour. Je vous dis juste que si mes prix sont trop bas et que je vais casser le marché, dites-moi-le, je les augmente pour me mettre à votre niveau. Si mes prix sont trop hauts et que vous pensez que je vais pas avoir de travail, dites-moi-le. Mais ce que je veux, c'est qu'on mette un prix de marché sur la couverture dans le Var et qu'on travaille tous au même prix. Pour pas qu'il y en ait un qui essaye de gratter le truc et qu'on soit équitable et intelligent. Ils ont halluciné sur la démarche. Aujourd'hui, on est 8 couvreurs, on se réunit une fois par mois. On met nos prix sur la table de vente et nos prix d'achat aux marchands de matériaux. S'il y en a un qui paye la tuile un peu moins cher à un marchand de matériaux, eh ben, on va essayer d'avoir le même prix pour tout le monde. On a une masse de 8 boîtes. Moi, je fais 1,2 million par an. Enfin, je vais arriver cette année à 1,2 million. J'ai des collègues qui font 300 000, 400 000, d'autres qui sont à 800 000. Il y en a un qui fait 13,5 millions. Donc, si tu veux, on a une vraie force et on sait parler ensemble. Et moi, ça ne me pose aucun problème de les réunir. Quand tu auras le nouveau bâtiment, il y a une salle de réunion faite pour ces gens-là. On ne fera pas de coopérative, on ne fera pas de choses comme ça. C'est ce que j'allais Mais dire. Ouais. c'est un petit syndicat du couvreur dans le Var. On ne veut pas aller dans le 13, on ne veut pas faire le 06, mais juste dans le Var, on sait de quoi on parle. C'est des bons sachants, des bons faiseurs, des gens qui ont des vraies valeurs. Moi, je leur ai donné directement mes prix. J'ai dit, je ne veux pas vous casser le prix. Je veux pas. Aujourd'hui, j'ai une des boîtes qui marche le mieux dans le Var. Ils ont tous du boulot. Quand il y en a un où j'arrive sur son secteur, je l'appelle, je lui dis, écoute, ce client-là m'a appelé pour un devis. Tu y es déjà allé ou pas? Non. Si t'appelles, je te donne mon devis, comme ça, toi, tu te couvres, tu signes un peu, enfin, tu le fais un peu moins cher que moi, on essaie de se couvrir. Des fois, il y a des assurances, elles nous demandent 3 devis, bah hop, j'appelle 2 copains, ils m'en font 2 devis. Et on se couvre comme ça. Et moi, direct, j'ai voulu me faire des copains plutôt que des concurrents. Et ça a marché. Ça a été un pari gagnant. Quelle leçon. C'est super. Je savais que j'allais pas être déçu dans cette interview, mais franchement, incroyable. Dis-moi, Brice, qu'est-ce que tu donnerais demain comme conseil à des jeunes ou des moins jeunes? Quand je dis des jeunes qui veulent se lancer, moi j'ai monté ma boîte, j'avais 40 ans, j'étais un jeune entrepreneur de 40 ans. Je n'étais pas jeune parce que j'avais 40 ans, mais j'étais un jeune entrepreneur. Donc, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à des gens qui nous écoutent et qui voudraient se lancer? J'en ai des frissons en rien que tu me poses la question. Je sais exactement ce que je veux dire. C'est ce que je dis tous les jours à mes gars. Des fois, on arrive sur des chantiers où on a une problématique. Ça se voit, le chantier, il a un emplacement de merde et c'est compliqué. Et j'ai souvent cette phrase, putain, on n'y arrivera jamais. Et moi, je suis en permanence positif et je dis tout le temps, je vais y arriver. On va y arriver. Nous allons faire de grandes choses. Et c'est ma force. C'est le moteur et le soleil de l'entreprise. Ils me le disent tout le temps. C'est que tu n'es jamais négatif. Tu baisses jamais les bras. On a fait des chantiers de galère où même moi, ma compétence a été mise à rude épreuve. Je me sentais acculé. Je ne savais pas si j'allais y arriver, mais j'y croyais. J'y croyais. Et ça va même plus loin. Devant ma glace, j'ai accroché un chèque avec le montant en euros que je voudrais gagner dans 3-4 ans en plus, tu vois. Et tous les jours, je regarde ce chèque en me disant, je vais arriver à ce montant-là. Tout ce que tu mets de positif, et c'est vraiment la psychologie positive, et je pense que c'est très important, si tu te dis que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Certes, ça va être difficile, tu vas te casser la gueule, tu vas peut-être pas réussir du premier coup, mais de toute façon, on n'apprend rien dans la réussite, on n'apprend que dans l'échec. Mais au final, plus tu te dis que tu vas y arriver, et c'est une certitude, tu vas arriver de ton point A au point B. Là, le leitmotiv, c'est de toujours rester solide. Je vais y arriver quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est clairement notre boulot de chef d'entreprise et ça nous fait un point commun. Alors peut-être que c'est le point commun de tous les chefs d'entreprise, mais c'est vrai que le fait d'être positif, il y a 15 jours, j'étais avec Anne-Frédérique, qui était donc mon assistante, mais qui est devenue la co-gérante aujourd'hui du groupe et associée puisqu'elle a racheté 10% des cours Occitan il y a 3 ans. Et j'avais mal au dos. Et je dis à Anne-Frédérique, je dis mais j'ai mal au dos. Mais je dis, c'est incroyable parce que le fait que j'ai mal au dos, ça me fait penser que j'ai pas eu mal au dos depuis super longtemps et qu'en fait, j'ai plus mal au dos maintenant. Et donc, en fait, j'étais hyper content et hyper positif de plus avoir mal au dos, mais c'était mon mal de dos qui m'avait rappelé ça. Mais en fait, moi, je le voyais comme quelque chose de très positif qui me rappelait qu'en fait, globalement, j'ai jamais mal au dos, quoi. Elle m'a dit, mais tu te rends compte à quel point tu es positif? En fait, tu as mal au dos, tu devrais te plaindre d'avoir mal au dos, mais tu es content parce qu'en fait, t'as plus mal au dos. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir quitté les chantiers il y a
quelques années maintenant, et que je t'avoue que le mal au dos, c'est quand même un mal de couvreur, et que j'avais souvent mal au dos. C'était souvent musculaire, hein, c'était pas, j'ai pas de problème de dos, de vertèbres usées ou un truc comme ça, mais des fois, bah, en avoir plein le dos dans nos métiers, on sait ce que c'est, parce que quand tu bouges la tuile, que Quand tu étales de la tuile toute la journée, tu sais qu'à la fin de la journée, t'as mal au dos, voilà. t'as mal au dos. Ouais. Brice, ben, moi je suis très content de notre échange parce qu'on est pas loin d'avoir passé 1 heure ensemble. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur notre échange, ou est-ce que tu penses qu'on peut se souhaiter à bientôt et se dire qu'on se verra, je pense, à Batimat à la rentrée ou quelque chose comme ça, si tu fais ça. On peut se souhaiter à bientôt. La seule chose que je vais rajouter, c'est même pas que je vais rajouter, que je vais vraiment appuyer pour les futurs artisans, pour les artisans aujourd'hui qui nous regardent et qui regardent Laurent depuis un moment, et puis qui vont regarder les prochains podcasts, restez motivés. Ne vous dites pas qu'un salarié, comme Laurent disait, c'est compliqué. Soyez vraiment acteur de votre entreprise. Vous êtes l'image de votre entreprise. Tout ce que vous véhiculez, c'est ce qu'elle va être demain. Et plus vous êtes motivé, plus vous êtes souriant quand vous allez voir un client, plus vous êtes convaincu de ce que vous allez sortir, plus ce sera facile. Pas mieux. Bravo Brice, merci beaucoup pour cet échange. On se croise, oui, tu seras Batimat, j'imagine. J'espère pouvoir. Moi, j'y serai 2 jours, les deux derniers jours. Il y a 4 jours, j'y suis sur les deux derniers jours, je le sais déjà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Bon courage à ceux qui vont se lancer ou à ceux qui se développent. J'espère qu'en tout cas, ça vous sera utile. Si vous avez des copains artisans, n'hésitez pas à leur partager ce témoignage et cet échange. Je suis sûr que ça leur sera utile. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye bye.